Bonjour à tous, je m'appelle Chungi Karine Ivan, je suis géomaticienne, également pilote de drone. Et aujourd'hui, nous allons voir le dernier module de notre formation en matière de pilotage de drone. Ce dernier module va beaucoup plus se porter sur le paramétrage du drone lorsqu'on a par exemple des messages d'erreur qui touchent les capteurs ou d'autres calibrations. On va également voir où est-ce qu'on peut accéder à la boîte noire de notre drone pour, par exemple, comprendre par exemple, j'ai fait une mission de vol peut-être ce matin et puis, supposons, j'ai fait un crash et je veux avoir accès, je veux trouver les raisons de mon crash. Je peux aller les regarder dans la boîte noire, exactement comme pour un avion. Tout avion, tout hélicoptère a une boîte noire qui enregistre tous les paramètres de vol. Également, si je ne veux pas accéder à la boîte noire, mais que je veux juste voir certains paramètres, il y a d'autres endroits où entrer. Également, on pourra voir dans le cadre de cette vidéo comment accéder à un simulateur de vol de chez G pour pouvoir justement s'entraîner à la maison, à piloter tout type de drone, etc. Alors, en matière de simulateur de drone, j'ai préféré celui-ci dans le cadre de cette vidéo parce qu'il est léger. Il ne demande pas des ressources matérielles et physiques énormes à votre ordinateur. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de trop de gigas de RAM, de trop de gigas de capacité pour la carte graphique. Et même en termes d'espace mémoire sur votre disque dur, il n'a pas forcément besoin de trop d'espace pour s'installer, contrairement au simulateur officiel de chez G, notamment le G-Fly Simulator, qui n'est plus forcément on va dire, sous maintenance de chez G. C'est-à-dire G a arrêté d'assurer la maintenance de ce logiciel-là. Il est toujours pour l'instant disponible sur les plateformes officielles de chez DJI pour le téléchargement, mais bon, nous, on va travailler, mais il est lourd, mais il a l'avantage d'être ultra réaliste en matière de décor, c'est vraiment bluffant. Mais votre machine, vraiment, si c'est pas une workstation, c'est-à-dire une station de travail, ou alors une machine de gamer, vraiment, il vaut mieux ne même pas essayer de l'installer sur votre machine. Ça va beaucoup ramer et vous n'aurez pas une bonne expérience utilisateur. Ça va hacher tout le temps, s'entrecouper tout le temps pendant le pilotage et vous aurez l'impression de pas bien apprendre et vous aurez l'impression que le logiciel il est nul alors qu'il est absolument formidable. C'est sans publicité, je fais pas leur pub. Mais je dis juste ce qui est. Donc, on va travailler avec un logiciel plus léger. Alors, comment ça va se passer? La première des choses à faire va être de télécharger 3 logiciels. Alors, à ce niveau, on va télécharger G-Assistant, G-Assistant 2 et G-Assistant 2 Formavic. Je rappelle que ça va dépendre du nombre de drones que vous avez. Si vous avez beaucoup de drones de séries différentes, de gammes différentes, croyez-moi, vous allez vous retrouver facilement dans tous ces logiciels, le PC je précise. Et si à défaut de télécharger les 3, vous pouvez télécharger un seul des 3, à condition que vous sachiez à l'avance lequel des logiciels est approprié pour le seul modèle de drone que nous avons à disposition sur la main. Alors, dans le cadre de notre cours, nous, on a la chance d'avoir un D-Mavic Pro que voici. Voilà. Il a déjà fait son temps, mais il fonctionne encore ultra bien. Alors, avec un D-Mavic Pro comme celui-là, j'aurais besoin uniquement de G-Assistant 2 et non pas de G-Assistant Formavic. Pourtant, c'est un Mavic Pro, mais il est compatible avec un G-Assistant 2 uniquement. Une fois que G-Assistant 2 a été téléchargé, je vais tout simplement ouvrir voilà, je vais ouvrir le logiciel. Il m'affiche juste une fenêtre intermédiaire. Ça, c'est propre à mon ordinateur. Hein. Il m'affiche une interface. Il peut arriver que, en voulant ouvrir le logiciel, il m'affiche une fenêtre qui me demande d'autoriser. Si je veux autoriser cette application à apporter des modifications à mon ordinateur, je dis oui. Tout dépend des paramètres de sécurité que j'ai activés dans mon ordinateur. Bon. Alors, tout de suite, il va me demander de brancher
le drone avec, l'ordinateur. Alors, pour ce faire, vous allez voir que tous les drones de chez DJI ont un petit coin caché dans lequel on peut insérer un câble de type Android pour les drones Mavic Pro, à ne pas confondre avec cette autre entrée qui, elle, cache la carte mémoire et le mode de prise en main, le mode de contrôle du drone, c'est-à-dire est-ce que je veux utiliser la radiocommande ou bien alors directement le Wi-Fi. Bon, on n'est pas dans ce cas de figure pour l'instant. Alors, je vais brancher mon drone que voici avec l'ordinateur via son port USB. Et tout de suite, vous allez voir que l'application a détecté le logiciel, mon drone, et il m'a détecté jusqu'au modèle, il m'affiche Mavic Pro. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller cliquer sur le Mavic Pro. Voilà. Et là, je suis pleinement connecté à mon drone via l'application d'Assistant 2. Je rappelle que le drone doit être sous tension. Sinon, vous voyez, il est sous tension. Sinon, il ne sera pas évident, il sera impossible même pour DJI-Assistant d'accéder à tout ce qui concerne votre drone. On va commencer d'abord avec le simulateur de vol, c'est lui qui m'intéresse un peu plus. Alors, pour pouvoir utiliser le simulateur de vol convenablement, parallèlement à mon drone qui est branché par le port USB de l'ordinateur, je vais devoir connecter ma tablette ou alors mon smartphone avec la radiocommande, comme vous pouvez le voir. J'ai préféré utiliser le port du bas, c'est plus correct par rapport à ce que je m'apprête à faire avec vous. Donc, toujours est-il, je connecte la radiocommande avec un smartphone. Et une fois que c'est fait, tout est branché, tout est OK, je vais me rendre dans le menu, pas le module, mais le menu Simulator. Je vais cliquer dessus et il va me faire apparaître cette petite fenêtre avec une inscription une fenêtre qui s'appelle Simulator Lite. Sur ce Simulator Lite, il m'explique à peu près ce qu'on pourrait y faire et il me demande de cliquer sur un bouton Open. Dès que je clique sur Open, je peux voir la longitude et la latitude simulée de ma zone d'étude avec des paramètres sur le vent, du moins sur la vitesse du vent. Est-ce que le vent souffle dans la direction nord, dans la direction est et à quelle vitesse, et avec d'autres paramètres qu'on ne va pas trop regarder. Mais ce qui va m'intéresser là, c'est que je vais pouvoir, accéder à cette fenêtre qui n'existait pas tout à l'heure. Donc en cliquant sur Open, DJI-Assistant m'a ouvert une autre fenêtre plus bas qui va me permettre de voir ce qui se passe lorsque je pilote. Et là, si je prends ma radiocommande, je vais m'arranger à pouvoir piloter pendant que je pourrais voir comment le drone se comporte là devant. Alors, sans plus tarder, pour pouvoir commencer mes simulations, je vais venir cliquer sur Start Simulating. Et vous voyez que dès que je clique sur Start, le stop attend tout juste qu'on revienne cliquer sur lui afin d'arrêter les simulations. Ensuite, j'ouvre la fenêtre qui est apparue. Et là, je vais pouvoir commencer, même si je suis en no-fly zone, ne faites pas attention. Je suis en train de piloter depuis la maison et la maison est située dans un endroit où on ne peut malheureusement pas piloter parce qu'il y a la présidence à côté. Bon, bref. Alors, ce que je fais, c'est que même si je suis en no-fly zone, vous voyez, et vous avez entendu take off pour dire qu'il va décoller. Donc, il se comporte exactement comme si j'étais en train de voler en plein air. Donc, une fois que j'ai louché pour pouvoir activer les rotors, je peux maintenant pousser et vous voyez, il décolle. Dès qu'il décolle, je peux donc commencer à piloter. Je peux retourner. Et
puis je reviens. Et pendant que je vole, vous avez tout un tas de paramètres qui défilent à l'écran pendant que je vole. Hein. Je vais encore aller plus loin devant. Et puis je reviens. Je peux tourner vraiment comme je veux et faire ce que je veux. Vous voyez tous les paramètres qui apparaissent à l'écran ici. Il y a également des paramètres qui défilent là sur le côté. Je vais un peu pousser la fenêtre sur le côté. Et je vais zoomer pour que tout le monde puisse voir un peu. Voilà. Donc, ces mêmes paramètres. Pendant que je pilote. Donc, je vais monter un peu trop haut là. Je vais un peu le faire descendre. Et puis, je peux donc accélérer au lourd paysage. Je vais encore tourner. Voilà. Et puis, je reviens. Voilà, faites pas attention. C'est le détecteur d'obstacles qui bip comme ça parce que... Donc, mais vous voyez bien que pendant que je pilotais, il y a plein de choses qui sont là. Donc, je vais peut-être revenir un peu en arrière et faire atterrir mon drone. Donc, voilà comment on fait une simulation, tout simplement, de comment on utilise le simulateur de vol. Alors, je rappelle que pour utiliser mon simulateur de vol, eh ben, même le téléphone, il est branché avec, normalement, mon smartphone, il est branché comme d'habitude, hein, avec la radiocommande, exactement comme si j'étais en train de piloter pour de vrai. Donc, je fais tout comme si j'étais en train de piloter, à la seule différence que je vais enlever de mon drone les hélices. Mon drone, là maintenant, il n'a pas d'hélice. Voilà. Il n'a pas d'hélice. Et non seulement il n'a pas d'hélice, il est connecté via un câble USB. Je vais déplacer ça. Via un câble USB, il est connecté à l'ordinateur. Tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, une fois que je finis de piloter mon drone en mode simulation, tout ce que je peux faire, c'est fermer la petite fenêtre de simulation et tout simplement même fermer carrément l'application si j'ai plus grand chose à y faire. Alors, après avoir étudié et travaillé dans notre simulateur Light de G-Assistant Go, Light parce qu'il est vraiment léger, le décor est ultra minimaliste, c'est pas réaliste du tout, comme l'application G-Fly Simulator qui demande d'énormes ressources matérielles à votre ordinateur, c'est-à-dire une bonne RAM, une bonne carte graphique et même assez d'espace mémoire dans votre disque dur. Nous allons passer à d'autres éléments qui peuvent être intéressants lorsque on veut faire certaines manipulations sur le drone. Donc, le deuxième menu qu'on voit, c'est le firmware update. Qu'est-ce qu'on y fait? C'est un endroit de G-Assistant 2 dans lequel on va pouvoir faire des mises à jour du firmware du drone. Le firmware, c'est quoi dans le jargon informatique? Un firmware, c'est tout simplement le logiciel interne de tout appareil électronique. Vous savez, pour qu'un drone comme celui-là puisse par exemple faire des vols automatiques, il faudrait qu'il comporte déjà un logiciel dans lequel on va pouvoir installer d'autres sous-programmes avec des instructions informatiques codées au sens informatique du terme, qui lui diront quoi faire, dans quelle situation et comment se comporter chaque fois qu'il recevra des instructions. Est-ce que je vais piloter automatique? Est-ce que dès que je vois un obstacle, je dévie à gauche ou à droite, etc. Donc, le firmware, c'est vraiment l'environnement logiciel. C'est un peu comme le système d'exploitation, si vous préférez en des mots plus simples. C'est un peu comme le système d'exploitation du drone. On connaît comme système d'exploitation Windows, sans publicité, iOS pour Apple, Linux, etc. Donc, sachez que le drone a son espèce de système d'exploitation en interne dans lequel il sait comment lui-même il installe et ses sous-programmes qui permettent, ces programmes qui lui permettent, qui sont en fait des instructions de pilotage. Donc c'est ça. Et donc, lorsqu'on clique sur Firmware Update,
on a la possibilité de voir quelle est la version actuelle de firmware installée dans le drone. Et c'est marqué par Current. J'ai la version du 3 septembre 2018. La date est en anglais, c'est pour ça que c'est à l'envers. On me précise que c'est une version officielle. Et on me dit que c'est la version V01040500. Même si je rafraîchis, ça ne va pas changer grand-chose parce que, étant connecté à Internet, je rappelle que pour avoir accès à des mises à jour effectives, il faudrait bien que je sois connecté à Internet. Si je ne suis pas connecté à Internet, ça ne va pas pouvoir me présenter des mises à jour supérieures à la version que j'ai actuellement. Et aussi, il ne faut pas oublier, chez moi, on s'arrête en septembre 2018. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, le drone que j'utilise pour cette vidéo, c'est un simple Mavic Pro de chez DJI. Et DJI n'a plus, on va dire, ne commercialise plus, ne fabrique plus ces modèles-là. Il en a sorti d'autres qui sont des modèles plus évolués, supérieurs, avec de meilleures caractéristiques. Ça va être le Mavic 3. Il y a eu déjà le 2, donc il y a eu le 2 entreprise, le 2 tout court, le 2 thermique, le 2 multispectral, etc. Il y a eu même le 3, etc. Et je pense que nous sommes déjà au 4, si je ne me trompe pas. Donc, ça évolue tellement que lorsqu'il passe à un prochain modèle, il ne fait plus vraiment des mises à jour, il propose plus de mises à jour, il n'assure plus la maintenance des anciens modèles. Et les pièces deviennent effectivement aussi rares. Donc ça, et puis, on retient également que à travers ce menu de firmware update, j'ai toutes les anciennes versions du logiciel que j'ai eu installé dans mon drone et vers lesquelles je peux rétrograder. C'est-à-dire, je peux faire une mise à jour rétrograde, rentrer aux anciens firmware. Alors, j'espère ne pas me tromper et vous me corrigerez si c'est le cas, mais il me semble avoir essayé par le passé de downgrade pour échapper à la no-fly zone et ça n'avait pas marché, c'est-à-dire le downgrade avait marché, mais dans la pratique, si je ne me trompe pas, et ça je demande que vous me corrigez, si je ne me trompe pas, la no-fly zone était restée. Parce que les toutes premières versions, la version d'origine du drone, lorsque vous l'achetez, de ce modèle en tout cas, de Mavic Pro, la no-fly zone n'existait pas encore. Ces questions n'étaient pas encore implémentées. Et c'est avec les mises à jour qu'ils ont injecté dans le firmware du drone les questions de no-fly zone. Et du coup, ça peut être un peu fatigant. Bon, bref, voilà ce qu'on peut faire dans le menu firmware. Je rappelle que pour pouvoir, s'il y avait par exemple eu d'autres mises à jour supérieures à la version actuellement dans mon drone, qui est marqué, je répète encore, par Current, il aurait fallu que je sois connecté à Internet pour pouvoir voir les autres mises à jour supérieures à ce que j'ai actuellement ou supérieures à tout ce que j'ai déjà pu installer par le passé dans mon drone. Donc, il faut vraiment être connecté à Internet. Comme vous pouvez le voir là, je suis connecté à Internet. Et même pour télécharger cette version, une fois que je peux la détecter derrière le menu firmware update, je dois absolument rester connecté sur Internet pour pouvoir télécharger donc la nouvelle version de firmware. Et le DJI Assistant 2, il se chargera tout seul après téléchargement d'envoyer cette nouvelle version dans le firmware de votre drone et d'installer ça à l'intérieur de votre drone sans vous demander un coup de main. Alors, par la suite, on a le Data Upload. Le Data Upload, c'est un espace où on va pouvoir enregistrer tous les rapports, enregistrer en local sur notre ordinateur, tout ce qui se passe pendant le vol, tout ce que le drone a enregistré, tout ce que tout ce qui s'est passé sur tous mes capteurs pendant que je volais. Bref, pendant que j'étais en pleine mission de survol, je vais pouvoir enregistrer tout ça par date et tout dans mon ordinateur en local. Donc, lorsque je clique sur Data Upload, il me rappelle quand même ce qu'on peut y faire et je peux juste cliquer sur Confirme pour pouvoir avoir accès à tout ce qui se fait à l'intérieur. Et une fois que j'ai accès à tout ce qui se fait à l'intérieur, je peux examiner les dates. Donc, même si j'ai formaté ma carte mémoire, croyez-moi, il y a des informations qui restent cachées. Pourquoi? Parce qu'elles se logent dans la boîte noire. Donc, ce Data Upload, je peux par exemple
télécharger, quand je regarde, il n'y a pas grand-chose, hein. Je peux par exemple télécharger le rapport du 22 février 2024 qui a été fait à 16h06. Je le sélectionne tout simplement et je vais, comme il est sélectionné et il est seul, ça me met entre parenthèses 1. Je clique sur Save to Local. Je choisis un dossier dans lequel je veux le stocker. Je veux le stocker par exemple dans le dossier J. Il va prendre un peu de temps pour le charger. Et nous, on va mettre pause le temps que tout s'enregistre dans l'ordinateur. Je vais mettre pause et revenir une fois que ça a achevé. Voilà, on est presque vers la fin. Voilà, il a fini, il a compressé un peu et puis il me demande de cliquer sur Complete. Lorsque je clique sur Complete, le rapport est déjà enregistré. Donc, dans un rapport, si je veux mettre ces rapports en ligne sur le compte de GI, je peux juste utiliser mon compte que j'ai créé précédemment avant de pouvoir utiliser l'application Digo ou DigoCart ou DPilot, peu importe. Bref, ça suppose que j'ai un compte sur le site web officiel de DI. Je peux juste rentrer tout ça ici pour pouvoir récupérer ou charger vers le serveur de chez DI tous mes rapports de vol. Donc, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas l'objet du cours, mais retenez qu'il y a ces possibilités-là. Alors, un autre paramètre qu'on va voir, c'est la boîte noire. La boîte noire, c'est tout simplement cet espace qui va nous permettre d'accéder à tout ce que le drone enregistre à notre insu, sans nous demander vraiment notre avis. Ça veut dire que si j'ai craché et que j'ai effacé les vidéos ou la photo que j'étais en train de faire au moment du crash, croyant échapper et renvoyer chez le fabricant en lui disant que ben non, ton drone ne fonctionne pas, il divague seul. Non, tout va se retrouver dans la boîte noire. Je rappelle que les avions, les hélicoptères ont des boîtes noires et ça sert par exemple lorsqu'il y a des crashs, des accidents ou des anomalies mécaniques ou techniques sur l'appareil et qu'on veut savoir, on veut essayer de trouver l'origine. Et là, du coup, ça nous permet d'entrer dans tellement de paramètres, mais alors tellement que nous sommes obligés de les stocker dans un outil qu'on a appelé boîte noire tout simplement. Donc si je veux accéder à la boîte noire de mon outil, je clique juste dessus et je vais cliquer sur Save. Je vais mettre ça dans un dossier. Je vais sélectionner ce dossier. Et il va m'exporter tout ce qu'il a enregistré sur mon drone et le stocker dans la boîte, dans mon ordinateur en local. Alors voilà, ça a fini d'exporter et ça m'a stocké toutes les informations de la boîte noire dans le dossier que j'ai choisi tout à l'heure et que j'avais appelé J. Donc, en fait, hormis ces deux fichiers-ci, c'est tout le reste que vous pouvez voir. Alors, d'où viennent ces deux fichiers que j'ai exclus de la boîte noire et qui sont en point date? Souvenons-nous, lorsqu'on était dans le menu Data Upload, on a enregistré quelques fichiers, juste pour la forme. Je pense qu'il y avait un du 3 septembre 2000, je pense 24, quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça vient d'ici tout simplement. Donc, lorsque le fichier est enregistré, il se met en point date et dans les deux, c'était ceux que j'avais déjà sauvegardé au préalable dans mon dossier en local sur mon ordinateur. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je dis tout le reste des fichiers, hormis les deux fichiers point date en surbrillance là. Tout le reste, ça concerne la boîte noire. On termine notre cours avec le tout dernier menu que je souhaitais voir en dernier lieu. Et on va comprendre vers un peu plus loin pourquoi. Donc, c'est le menu Fly Data. Dans Fly Data, lorsque je clique dessus, il y a une fenêtre intermédiaire qui apparaît, qui me dit Enter the Fly Record page. Click the SD card icon to view Fly Records. Some functions may be temporarily unavailable. Restart aircraft to restore. En fait,
Dans cet espace, il est tout simplement question, après que j'ai cliqué sur confirme bien sûr, d'aller ouvrir les données enregistrées tout à l'heure dans le data upload. Vous vous souvenez, lorsqu'on était dans data upload, on enregistrait des rapports soit vers le serveur, soit alors en local sur notre ordinateur. Donc si je veux pas lire, si je veux lire le contenu de ces rapports qui ont été enregistrés et qui se sont stockés sous cette forme-ci, comme les deux fichiers-ci, en point date, je viens tout simplement dans Fly Data, les ouvrir. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le confirme de tout à l'heure étant dans Fly Data, l'application m'invite à ouvrir on va dire un sous-logiciel de vue des données, d'affichage des données que j'ai enregistrées en local, du rapport de vol en fait, parce que c'est des informations de vol. Donc, dès que je clique sur Open Data Viewer, il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître ici. Et dès que cette fenêtre apparaît, je peux cliquer dessus. Et j'ai une interface comme celle-ci. Et tout ce que je fais, c'est d'aller ouvrir n'importe lequel des deux fichiers que j'avais précédemment enregistrés là. Par exemple, celui-ci. Voilà. Et dès que je l'ouvre, le seul regret avec cette application, c'est que malheureusement, il ne fonctionne pas. Donc, il m'affiche bien les attitudes de vol, les paramètres de contrôle, comment le moteur se comportait, etc. C'est-à-dire ces options-là, la batterie, le comportement des détecteurs d'obstacles. En fait, il est censé m'afficher des courbes de comportement. Si je vais cliquer là et que je sélectionne par exemple batterie, il est censé, si c'est batterie qui est sélectionnée, m'afficher la courbe du comportement de la batterie pendant mes vols. Donc, comment ça se comporte. Pareil pour les autres paramètres. Mais malheureusement, et avec d'autres éléments, malheureusement, cet outil ne marche pas. Du coup, on va devoir aller sur des logiciels tiers qui peuvent lire ce type de données ou alors sur des sites web en ligne que je vais présenter rapidement tout à l'heure. Je vais donner un lien et puis on pourra l'exploiter en dehors de cette vidéo. Alors, en guise de site web qui va nous permettre de lire les données, les enregistrer dans notre ordinateur, c'est-à-dire les rapports de mission du drone pendant son vol avec tous les paramètres, dont les deux fichiers qu'on a enregistrés tout à l'heure. Vous avez par exemple le site web airdata.com dans lequel il faudrait au préalable avoir un compte gratuitement, c'est-à-dire que vous créez votre compte gratuitement. Une fois que vous créez votre compte, vous vous loguez et vous accédez à l'espace, à votre espace personnel dans MyFly. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez charger n'importe quel fichier point date, c'est-à-dire les rapports des données de vol. Pour revenir à tous les menus disponibles dans GAssistant, celui qui semble le plus important pour moi, puisque dans l'utilisation classique, un pilote qui ne veut pas trop s'encombrer des paramètres de vol, de qu'est-ce qui a causé un accident ou pas, il y a le menu Calibration qui va souvent beaucoup revenir dans la vie d'un droneur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir recadrer, reparamétrer, donc calibrer à nouveau tous les détecteurs d'obstacles de son drone. Ils peuvent se déparamétrer à la suite par exemple d'un choc ou d'une mauvaise manipulation logicielle, ça peut arriver, ou d'une mise à jour qui a échoué, ou bien j'ai par exemple éteint mon drone pendant qu'il était en train de faire une mise à jour. Bref, il y a tellement de petits facteurs qui peuvent déparamétrer les détecteurs d'obstacles. Et lorsque ça arrive, pas de panique, on peut venir tout simplement dans le menu Calibration de GAssistant 2. Et dans le menu Calibration, la première des choses qu'on va observer, c'est que dans la moitié de droite, on a des vidéos qui vont défiler en dessous de ce qu'ils ont appelé tutoriel 1 sur 3. 1 sur 3, ça veut dire qu'il y a exactement 3 vidéos qu'on va pouvoir observer. Et dans chacune des 3 vidéos, on va me montrer les 3 principales étapes que je vais devoir respecter pour pouvoir recalibrer mon drone. Donc la première étape, c'est celle qu'on observe. Lorsque je finis de l'observer, je peux aller à Next.
Et dans Next, je suis maintenant à la vidéo 2/3. C'est pour ça que c'est marqué tutoriel 2/3. 2 on 3, under 3. Et là, je peux encore observer le mouvement que j'aurai à faire tout à l'heure pour calibrer les capteurs, les détecteurs d'obstacles. Et lorsque je clique une fois de plus sur Next, j'ai le troisième mouvement que j'aurai à effectuer tout à l'heure. Ok. Si je n'ai plus rien à refaire, je vais seulement cliquer sur Calibrate Now. Donc, normalement, le Calibrate Now, il doit être bleuté comme ceci. Donc, quand je clique sur Calibrate Now, je vais avoir cette interface qui apparaît, qui consiste notamment en un écran qui comporte des points noirs, beaucoup de points noirs sur un fond blanc. Et immédiatement ici, je vais voir le statut des détecteurs d'obstacles. Et pour l'instant, on me dit right and left, ça veut dire que j'ai les détecteurs d'obstacles gauche et droit du modèle de drone que j'ai. Alors, ces détecteurs d'obstacles, les voici ici. Voilà un, voilà l'autre. Et les deux correspondent effectivement au détecteur d'obstacles gauche et au détecteur d'obstacles droit, marqué right and left tout à l'heure sur notre écran. Il ne faut pas oublier, sur ce modèle de drone, j'ai également des détecteurs d'obstacles en dessous. Voilà un ici et voilà l'autre plus bas là. Donc tout à l'heure, il va m'être demandé également de faire des mouvements par rapport à ces deux capteurs du bas du drone pour pouvoir les calibrer. Alors pour pouvoir calibrer mon drone, vous remarquerez tout de suite qu'à l'écran, il y a des espèces de carrés verts. Et pendant que je suis en train de bouger, vous allez observer un carré rouge qui apparaît à l'écran. Il est question que je place mon drone de telle sorte que le carré vert épouse le carré rouge. Et une fois que ce sera le cas, mon carré vert va devenir subitement bleu. Et je vais avoir des espèces de traces légèrement plus bleutées que je vais devoir suivre avec mon drone. Donc là, je monte. Ensuite, je vais sur le côté. Ensuite, je descends. Je me débrouille à suivre tout simplement ces traces légèrement bleutées. Voilà. J'ai fini la première étape. Maintenant, on voit encore du vert avec du rouge. Et je vais juste légèrement reculer pour pouvoir agrandir mon truc. Et une fois que ça a grandi, la grande cible verte a disparu. Je vais maintenant recommencer à suivre tout ce qui est bleuté. Des espèces de surface bleue. Voilà. Maintenant, il me dit de positionner mon drone comme ceci pour que les capteurs du bas maintenant puissent être calibrés. Alors pour l'instant, je suis trop loin. Je vais devoir me rapprocher pour que le carré, les traces du carré en rouge puissent épouser les traces du carré en vert. Donc je me rapproche légèrement. Là c'est bon. Les traces vertes disparaissent. Maintenant, je vais suivre les traces bleues qui apparaissent, c'est-à-dire des espèces de pavés bleus là qui apparaissent. Je le suis en déplaçant mon drone. Évidemment, on demande de faire ça dans une zone suffisamment bien éclairée. Voilà. Là, je vais encore peut-être reculer pour agrandir parce qu'une autre cible verte est apparue. Et dès que c'est le cas, je reprends le jeu. Voilà. Et dès que c'est fait, il va prendre un moment pour charger. Je rappelle que mon drone est toujours connecté avec l'ordinateur. Donc là, il prend du temps pour charger un peu. Et dès qu'il va arriver à 100%, il va me dire que c'est bon. Le calibrage est achevé.